Bonjour Didier Maisto. Bonjour Irina Dubois. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Didier, vous êtes journaliste indépendant, président Maisto Prod et ex-patron de Sud Radio. Alexis, fondateur et animateur Le Monde Moderne pour un média. On s'est déjà vu à plusieurs reprises au Dialogue Franco-Russe. Aujourd'hui, j'aimerais bien commencer par quelque chose qui nous a marqué, au moins moi, vous, je sais, parce qu'on a parlé justement avec vous, Didier, jeudi dernier. C'est le départ prématuré d'Éric Denessé. Je ne veux pas me prononcer sur la raison parce qu'on ne connaît rien. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on trouve suspecte ce départ assez inattendu, je dirais. Beaucoup d'abonnés de Dialogue Franco-Russe, de ceux que nous écoutent, m'ont écrit énormément de mails ce dernier temps et m'ont rappelé parce qu'ils étaient choqués, bouleversés par ce départ. J'aimerais bien faire cet hommage à Éric Denessé, notre expert, que j'ai invité à plusieurs reprises au Dialogue Franco-Russe. On a fait une très belle conférence il y a 8 mois à peu près, c'était la dernière, et je l'ai interviewé il y a à peu près 5 mois. Et d'ailleurs, j'ai vu que cette interview, justement, en ce moment, fait un peu plus de vues, parce que les gens s'interrogent. Ce que j'aimerais bien dire que Eric a été toujours à essayer, de toute façon, d'être neutre. Et cette neutralité, j'aimerais bien vraiment souligner qu'il va nous manquer, puisque neutre, il est très difficile d'être neutre, puisque surtout, nous, au Dialogue Franco-Russe, on parle beaucoup de la guerre en Ukraine depuis déjà 3 ans. Certes, je veux dire, c'est tout à fait logique. Et là, il a su garder cette voix indépendante, à notre sens. Sauf que pour ses détracteurs, il était évidemment pro-russe, mais ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est le sujet de neutralité en soi. Ce que j'aimerais bien dire, et ma question, ce sera suivante. Lui, ce décès n'a jamais été relayé par les médias mainstream. Tant que je sache, peut-être je me trompe, vous allez me dire. Sachant qu'avant 2022, il a quand même participé à plusieurs plateaux, je pense BFM, CNews aussi et autres. À partir de 2022, c'était beaucoup plus difficile pour ces plateaux de l'inviter régulièrement. Est-ce qu'on arrive à un moment de, pas rupture, mais vraiment, oui, rupture en quelque sorte entre ces médias mainstream, là, d'un côté, et les petites chaînes comme la mienne, ou les chaînes où vous participez, d'autres chaînes plus grandes, mais alternatives. Puisque là, c'est à peu près, même pour nos abonnés, ils ont beaucoup remarqué ça, ils ont dit, ben voilà, pourquoi on ne parle pas d'Éric Denessé ailleurs? Éric, c'était l'intelligence, c'était la limpidité, la fluidité. Et j'allais dire, il avait le regard et le physique de son âme. Je suis ému quand j'en parle parce que, bon, évidemment, je travaillais avec lui aussi dans différents médias. Et ça nous fait nous interroger sur ce qu'est devenu notre pays. Notre pays qui était une lumière dans le monde pour la... Je suis ému, excusez-moi. Mais c'est tout à fait logique et normal puisque nous tous, on est bouleversés depuis une semaine par ce départ et on se pose beaucoup de questions. Voilà, notre pays qui était le phare pour la liberté d'expression est montré du doigt, y compris par Pavel Durov, par des auditions du patron de YouTube qui dit que les gens peuvent être shadowban. Pourquoi? Parce que... Et les gens qui, à un moment, traversent le miroir, décident que leur combat pour la vérité des faits, pour l'objectivité, la neutralité, ou en tout cas la sincérité de l'analyse. Parce qu'on n'est jamais neutre, on a toujours un prisme. Et le plus important de tout, dans un pays comme la France, où on doit pouvoir tout dire, ce temps-là est révolu. Ce temps-là est fini. Et avec mon ami Monsieur Poulain, Alexis, on le sait ça, on le vit presque dans notre chair. On le vit dans notre âme, on le vit dans toutes nos interventions. Les gens, tant que le système pouvait nous contrôler, on était dans le système, ils disaient « Poulain, Maisto, super ». Quand nous, on a décidé de faire un pas de côté, un peu comme dans l'anamorphose, pour dire bah, « attendez, il faut un peu se décaler pour comprendre les choses », parce que ce que disent les gens du système, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Eh bien là, le système devient fou, quoi. Et nous, alors il n'a pas besoin de s'exciter, il n'a pas besoin, voilà. La question, moi j'ai pas d'infos particulières sur la disparition d'Éric. Je sais que plusieurs agents de la DGSE sont morts par suicide dans des parkings.
Je sais qu'Éric n'a pas donné signe de vie. Il était dans les Alpes chez lui, alors qu'il avait plein de projets, plein de rendez-vous en cours. Notamment au dialogue, parce que notamment au dialogue, on en avait parlé ensemble. Tout le monde a été pour le moins surpris. Je ne sais pas si on saura, à mon avis, on ne saura jamais rien. Mais notre cerveau, quand on est rationnel, je ne parle même pas du cœur, ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. Voilà. Et ça, c'est quand même pas normal que, depuis M. Macron, on a combattu des présidents de la République. On a combattu des gouvernements et des majorités ou des minorités. Ce qu'on vit aujourd'hui en France est d'un autre ordre. C'est plus une histoire de combat politique, c'est une histoire philosophique, morale, ontologique, existentielle. Il y a un monde mainstream qui vit sa propre vie et un peuple qui vit une vie différente, et les deux ne se rencontrent plus. Oui, moi, j'ai pas connu Éric Dénessé, c'est un grand regret de ne pas avoir pu l'interviewer, mais je connais bien sûr son travail et ça m'a choqué comme tout le monde. Mais au-delà des circonstances de sa mort, hein, qu'on ne connaît pas, comme vous l'avez rappelé, ça montre quand même le fait que les mainstream n'en aient pas parlé alors qu'il était invité régulier, hein, sur tous les grands médias traditionnels. Ça montre l'ampleur de la censure, tout simplement, et l'ampleur de ce que disait Didier, d'un monde parallèle, en fait, qui est la réalité alternative, les fake news médias, enfin les médias de propagande, qui sont totalement aux ordres du pouvoir, et de l'autre côté, des populations, alors, soit qui préfèrent ne plus s'informer, c'est le cas de beaucoup de Français, soit qui s'informent autrement et qui comprennent qu'il y a un vrai problème, parce que pour comprendre le monde, il faut être informé. Et donc l'information est une arme. Et aujourd'hui, la France, qui se targue d'être une démocratie libérale avec des valeurs, hein, est en train d'être en réalité transformée en régime illibéral, comme tout ce qui est décrié, hein, la Hongrie, la Russie et d'autres, et contrôle l'information. Il faut surtout pas donner l'information aux Français. Et on est maintenant dans un moment où vous avez Gabriel Attal, Édouard Philippe, qui sont les soi-disant, selon les sondages, des personnalités politiques préférées des Français, les deux en tête, hein, de ce sondage, c'est-à-dire les moins haïs des Français. Et ces gens-là étaient au sommet du Bilderberg en Suède ce week-end, enfin il y a quelques jours, pour simplement prendre un peu des nouvelles de la globalité avec des spécialistes du renseignement américain, avec tous les patrons des GAFAM, avec le patron de Pfizer, Albert Bourla. Justement, je sais, j'ai vu sur votre compte X, et j'aimerais bien rebondir, c'était l'une de mes questions. On a quand même deux choses. On a d'un côté ce fameux état profond dont on parle par rapport aux États-Unis. On sait ce sont les lobbies, notamment tout ce qui est industriel et surtout les armements. Mais Bilderberg, c'est une autre chose. C'est plutôt, je dirais, un Davos intellectuel. C'est un think tank atlantiste, en fait. J'ai fait une vidéo sur Le Monde Moderne pour expliquer ce que c'est. La fondation du Bilderberg, c'est la volonté d'arrimer l'Europe aux États-Unis après-guerre pour en faire une vassalité assumée. Et aujourd'hui, le Bilderberg n'est rien d'autre que ça. Sauf qu'il a pris d'autres moyens. Vous avez Davos qui s'est agrégé, la trilatérale, enfin beaucoup de choses. Quand vous parlez de ça aujourd'hui de manière journalistique, sur des faits, hein, ma vidéo sur le Bilderberg est basée sur des faits. Le prince Bernhard des Pays-Bas, qui avait adhéré au parti nazi, a été pris dans une affaire de corruption avec Lockheed, fabricant d'avions américains dans les années 70, parce qu'il avait pris des pots de vin pour acheter des avions américains pour différentes armées européennes, avec d'autres, hein, en Allemagne, etc. Donc on a affaire là à un lieu de la corruption mondiale, jugé en tant que tel, qui a survécu à ça et qui s'assume en tant que lieu de la corruption mondiale et qui explique que tous les autres, nous, journalistes, citoyens, qui expliquons avec des faits ce que sont ces choses, ces outils de pouvoir, nous sommes des complotistes. Donc il ne faut pas nous écouter parce que ce que nous disons, en fait, est de toute façon discrédité parce que nous ne sommes pas dans les mainstream. Mais ce qu'il faut, c'est la fameuse phrase, hein, si vous ne le voyez pas dans les médias traditionnels, attention, c'est sans doute faux. Non, si vous ne le voyez pas dans les médias traditionnels, c'est qu'on veut vous le cacher. Et ça, je veux le dire de manière claire, l'étiquette complotiste, pro-russe, d'extrême droite, qu'on essaye de coller à tous les gens qui font un travail d'information aujourd'hui,
elle est scandaleuse. Et elle va conduire à simplement la victoire d'un Trump prochainement en Europe. Je ne sais pas dans quel pays, mais ce qui va se passer, c'est que vous aurez à un moment un retour de bâton, et le peuple va à un moment dire « stop ». Je suis pris pour un con. Jusqu'à présent, j'y trouvais mon compte. J'avais ma retraite, mes gosses pouvaient faire des études, on pouvait encore acheter un appartement avec un salaire et demi, 2 salaires. Aujourd'hui, plus personne n'y trouve son compte. Donc le mensonge tel qu'il est produit de manière industrielle par les médias traditionnels pour vous expliquer que vous ne comprenez rien, et n'écoutez surtout pas les complotistes parce qu'ils vous expliquent les choses comme il ne faut pas, ça va exploser dans quelques mois. D'une certaine manière, juste pour compléter, très brièvement, le système a anticipé ça. On a vu avec ce qui s'est passé en Roumanie, oui, avec Simeone notamment. On a vu que le failli, M. Breton, le châtelain, qui a vidé les fleurons français de leur substance, et qui, à ce titre, après avoir été viré de la Commission européenne, est quand même invité permanent des médias français, ce qui pose quand même question. Hein. Il devrait être en prison, ce monsieur, je pèse mes mots, hein, en prison. Hein. Le système avec le DSA, notamment. Pourquoi? Parce que, c'est encore... Comment ça se passe? TikTok, on nous dit que les algorithmes sur TikTok ont été manipulés et ça a conduit... Donc, on dénie même au peuple, différents peuples au pluriel, la faculté de choisir leurs représentants parce qu'ils seraient tellement idiots qu'ils se laisseraient abuser par des algorithmes de réseau. Au-delà de choisir les représentants, c'est lunaire. C'est-à-dire qu'on dénie au peuple le droit de l'information. En plus, oui. C'est-à-dire que le principe de la démocratie libérale, c'est la pluralité de l'information. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la concentration de l'information, soit par des milliardaires qui rachètent des médias. Si vous regardez, la plupart des médias français sont détenus par 10 familles et qui font ensuite une politique de propagande, hein, clairement de dire il faut contrôler l'information. Plus un seul n'échappe. Ça, plus après les agences de communication, les instituts de sondage, etc. Donc vous avez un ordre en fait du contrôle de ce qui peut rentrer dans les cerveaux par les milliardaires et par l'État. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on avait sur les réseaux sociaux, c'était effectivement une sphère qui échappait au contrôle des oligarques nationaux. Je ne dis pas les réseaux sociaux, c'est Google, c'est Elon Musk, c'est Facebook, ce sont des milliardaires américains. Donc on n'est pas libre non plus, hein. Attention, c'est une erreur de croire qu'on est libre sur ces réseaux, mais on échappait au contrôle national. Il y a une opportunité. Donc il y avait une opportunité. Et puis aux États-Unis, on a vu l'importance en fait des sphères de podcasts indépendants, de l'information non mainstream. Aujourd'hui en Europe, ils ont très vite compris que c'était un danger pour le pouvoir de ces élites autoproclamées. Et donc, ce qu'ils veulent faire, c'est tuer dans l'œuf la naissance d'une scène de podcast indépendant. Et justement, je voudrais rebondir sur ça, puisque là, c'est tout récent, mais on se doutait quand même. YouTube ouvertement dit que oui, on ne peut pas censurer des chaînes qui n'ont pas le problème avec la loi, mais sauf qu'on peut les invisibiliser. C'est ce qu'ils font. Ouais. Et ce que je pense qu'il faut que j'aimerais bien m'adresser à nos abonnés, parce que sur certaines vidéos, on comprend très bien qu'ils sont invisibilisés. Pourtant, ils devraient être un peu plus visibles vu le contenu qui intéresse notamment notre public et au dialogue franco-russe. Là, également, un petit peu dans le même délire, c'est la fermeture des comptes bancaires de TV Liberté. Ouais. Je veux dire, c'est un peu la même chose. On a dépassé, en fait, quand on lit, parce que c'est très à la mode aujourd'hui, mais peu l'ont lu, Orwell, avec 1984, où vous avez les employés, on se rappelle tous de ce livre, beaucoup l'ont lu quand même, qui réécrivent en temps réel l'histoire contemporaine actuelle. Ah ben non, il s'est passé ça, donc il faut tout réécrire, tout renvoyer dans les tuyaux. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a des tuyaux, c'est-à-dire que les contenus et les contenants appartiennent aux mêmes oligarques. C'est une plutocratie, c'est une oligarchie qui n'a plus rien. C'est une oligarchie libérale, c'est Todd qui fait la dichotomie entre les démocraties autoritaires comme peuvent l'être, par exemple la Russie, ou les oligarchies libérales comme peut l'être la France. Et la différence, c'est que le socle des oligarchies libérales, il est très faible, entre 15 et 20%, et le socle des démocraties autoritaires, des démocraties autoritaires par extension, il est de 2/3, voire des 3/4. Donc il y a cette dichotomie entre l'adhésion populaire à des systèmes, et en France et en Europe, nous sommes dans
le phénomène de la démocratie minoritaire, avec des alliances qui sont jusqu'à grands chapiteaux, avec des gens qui n'ont rien à voir ensemble. Et c'est ce qu'on est en train de voir, et qui s'auto-désignent comme, et qui ont leurs médias, le camp de la raison. Le camp de la raison. Quand en France, vous avez Franc-Tireur, par exemple, cette espèce de torchon réactionnaire, qui est à la fois l'extrême centre, l'extrême droite, raciste, xénophobe, suprémaciste, etc., qui lance des fatwas vis-à-vis d'un certain nombre de partis politiques, de personnalités publiques, des véritables fatwas, avec des gens qui font un peu du commerce, des sketchs ratés, Éric comment il s'appelle, Barbier, le type à l'écharpe rouge, ou Sophia Aram, des gens comme ça. Le camp de la raison, Aram et Barbier, et ils lancent des fatwas, Enthoven, BHL, ils lancent des fatwas vis-à-vis de gens comme nous, en disant mais nous sommes la raison, nous avons les médias. Ils ont les médias, mais du bon côté de l'histoire. Mais c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'ils ont les médias, oui, ils ont l'oreille du pouvoir également, mais ils n'ont pas le peuple, ils n'ont pas la population, enfin des gens ne savent pas qui ils sont, ou bien ne les prennent pas au sérieux, mais ces feuilles de chou existent parce qu'elles sont subventionnées, parce qu'elles sont financées par des milliardaires, parce que la guerre cognitive bat son plein, parce qu'aujourd'hui il faut surtout expliquer aux gens que vous n'avez pas le droit d'aller au dialogue franco-russe. Didier et moi, là, on est des traîtres à la patrie pour beaucoup de Français qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire mais qui sont ces Français qui osent parler à la patrie Russes appointés par Moscou. Et donc il faut absolument dire où sont les lignes rouges, où est le droit à s'exprimer de manière totalement autorisée par le pouvoir. Apparemment, Wikipédia le sait parce qu'il contrôle très très bien ces informations. Vous allez voir. C'est devenu un enfer. Vous pouvez rien changer sur le Wikipédia, ça je reviens à ce sujet-là chaque fois. Moi, je peux très brièvement dire mon expérience sur Wikipédia. Des gens ont créé une page Wikipédia sur moi, qui est très bien. Il y a des gens qui se passionnent pour nous. Moi, je suis content, j'ai pas de fiche Wikipédia. Moi, j'en avais pas, puis là, j'en ai eu une. Elle avait disparu, et une autre est réapparue par magie. Alors, je regarde, les gens me disent, mais t'as vu ta fiche? Je dis, non, je savais même pas. J'avais une fiche Wikipédia, donc je m'inscris pour corriger. Tout était faux. Ma date de naissance, mon lieu de naissance, ma profession, tout était faux. Et je corrige, comme je dors assez peu, à 2h du matin, à 2h01, il y a des gens qui m'ont déjà corrigé. Et je dis, mais attendez, c'est moi, là, regardez mon pseudo, c'est mon nom, c'est ma page. Ah non, mais prouvez-le. Je dis, mais allez vous faire voir chez les Grecs. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que les gens manipulent des informations. Je vous donne un seul exemple. J'ai relayé le documentaire Hold Up. Je connais bien celui qui l'a tourné, etc. Et je l'ai relayé avec un appareil critique en disant, voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce documentaire. Je trouve que les 9 dixièmes sont bien. Le dernier dixième, la fin, c'est dommage, ça donne dans la facilité. Les types ont dit que j'avais simplement relayé Wikipédia avec l'aide d'une journaliste, entre guillemets, de l'Obs, qui avait fait un papier dégueulasse à mon endroit, qui leur permet de dire que je suis un brin complotiste. Mais je suis en rien complotiste. Mais simplement, maintenant, tout est dirigé pour que des faits anodins de ma vie, débarrassés de tout le contexte et de toute la vérité qui l'accompagne, deviennent le fait générateur et le fait important. On a un renversement de régime, d'une certaine façon, enfin, du moins de société. On a vécu en France, je pense, des années de liberté réelle. Magnifique. Et magnifique, je pense le vrai Charlie Hebdo de Cavana, le tribunal des flagrants délires sur France Inter, où des proches étaient capables d'inviter Le Pen. Les années 80 et le début des années 90. Et de dire tout, et années 70. Années 70, ça a commencé. Où on pouvait faire des films et dire tout, enfin il y avait très peu de limites en réalité, où là on était vraiment, on peut dire, une démocratie libérale avec une vraie liberté d'opinion. Vous aviez le Parti communiste français qui était affilié au Parti communiste russe, ça ne gênait personne, sauf bien sûr, mais il faisait partie du champ politique. Aujourd'hui il serait interdit en France. S'il y avait un parti aujourd'hui politique affilié à un parti politique étranger, russe, particulièrement russe, il serait interdit. À l'époque, il était autorisé et c'était un parti important de la scène politique française. Les young leaders ne sont pas interdits. Les young leaders, eux, ne sont pas interdits. Et on a vu en fait une cristallisation du parti unique
depuis les années 90, c'est ça en fait, depuis 2000, le dernier quinquennat finalement où la France avait encore une certaine indépendance stratégique était Chirac. Et lui-même le disait, j'ai très peu de marge de manœuvre. Après ça, la France est devenue un État américain comme les autres, c'est-à-dire une vassalisation totale. Sarkozy a acté en fait le fait de faire tomber la France. Et depuis, on a un cirque en fait où droite et gauche de gouvernement sont un parti unique. Et d'ailleurs, ça s'appelle le barrage républicain. Si jamais ils perdent le pouvoir, ces gens-là ont un truc magique, c'est le barrage républicain. Alors, c'est contre Marine Le Pen d'abord. Aujourd'hui, ça va être contre Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, attention, si nous perdons le pouvoir, la France ne sera plus du tout dans l'axe, l'axe qui est celui simple, de dire continuez votre intégration au sein du machin européen, au sein de l'OTAN et pour les intérêts américains. Et ça, c'est terrible parce que le corollaire de ça, c'est le contrôle de l'information, c'est la fin de l'humour sur des heures de grande écoute, c'est la fin de la réflexion, c'est l'interdiction de penser, c'est le délit d'opinion qui revient en France. Et donc, la France n'est plus une démocratie libérale. Il faut arrêter avec ça. Ça n'a jamais été déjà un truc formidable, mais aujourd'hui, c'est particulièrement grave de voir l'avènement d'un parti unique avec ses commissaires politiques qui sont là pour dire « Didier, complotiste, Poulain, complotiste. » Moi, je suis russe, juste, c'est tout. C'est déjà terminé. Tous ceux qui regardent, là, c'est pareil, hein, n'importe quoi. Voilà. Là, vous parlez de Chirac, et Jacques Chirac a fondé notre association il y a 20 ans, il y a 21 ans déjà, en 2002. Pour revenir un petit peu au contexte géopolitique qui est quand même très grave en ce moment, là on arrive quand même vers vraiment le vrai conflit généralisé, sachant que bon, ça a commencé évidemment avec le conflit en Ukraine. Donc au G7, Volodymyr Zelensky se trouve un petit peu seul ce dernier temps apparemment. Donald Trump contredit, bon, il joue comme normalement qu'il le fait. Là aujourd'hui j'ai lu qu'apparemment il a approuvé un plan d'attaque contre l'Iran mais n'a pas encore exécuté ce plan. Donc l'homme de la dernière seconde. Bien. Voilà, on va voir ça. Ça, c'était selon Wall Street Journal. Et ça, on revient à ce que vous dites, qu'il y a 20 ans, à peu près, la France, justement, où est l'Europe et où la voie française, la France a su dire non. Vous vous souvenez très bien, avec De Villepin. Est-ce qu'on peut encore dire non en 2025 ? Non, mais en 2025, la France est la risée du monde. Enfin, Emmanuel Macron à l'international, personne ne le respecte. Quand vous voyez, quand il y a eu la chamaillerie présidentielle à la sortie de l'avion, c'est pas anodin. C'est-à-dire que vous avez les deux mains de Brigitte Macron qui poussent Emmanuel Macron, qui voit la caméra et qui dit « Oh mon Dieu !» Premier réflexe du pouvoir, c'est de dire « c'est les Russes ». Hein, évidemment. C'est les Russes qui ont fait ça. C'est fou, parce qu'ils ont cru qu'il n'y avait que RT qui avait les images. Après, ils voient que AP a les images. Donc, deuxième excuse, c'est une vidéo d'intelligence artificielle, machin. Bon, AP dit, bah non, on l'a filmé avec les Russes, désolé. Donc, ils sont obligés de dire, merde, qu'est-ce qu'on dit ? C'est pas une baffe, c'est une chamaillerie. Ils font joujou, ils sont gentils, etc. Vous avez tous les leaders, tous les responsables politiques de la terre entière qui ont vu ça. Vous croyez qu'ils n'ont pas eu la même réaction que nous, de dire « c'est quoi ce bordel ?» Soit ils ont rigolé, soit ils ont dit « oh, quand même, mais c'est pas sérieux, en fait. Vous êtes un leader international. » Alors, Joe Biden, on avait l'habitude de le voir tomber quand il descendait de l'avion. C'était naturel. Voilà. Son état naturel. Là, Macron, il se fait taper. Et tu dis « mais par sa femme. » Mais c'est vrai que pour répondre... c'est pas sérieux. Et derrière tout... On prend le cas israélien. Emmanuel Macron s'est discrédité en un an. C'est-à-dire que un coup, soutien inconditionnel à Israël, un coup, je reconnais l'État de Palestine, un coup, il faut absolument... On va faire une coalition contre le Hamas. Tout le monde l'a regardé en disant « mais qu'est-ce que c'est ces conneries ?» Non, mais c'est vrai que la personne... Il ne sait pas ce qu'il fait, il n'est pas pris au sérieux, et donc la France n'est pas prise au sérieux. La personne qui peut dire aujourd'hui, à l'instant T, quelle est la position de la France sur Israël, officielle, il est très fort, hein, elle est très forte, cette personne, parce que ça a changé. Alors, pour répondre précisément à la question... je pense que ce qu'a fait Chirac à l'époque, y compris en Israël, hein, on a tous ça en tête, et à l'époque, moi je travaillais, j'étais assez proche de Chirac, d'ailleurs, ça serait plus possible aujourd'hui. Chirac se baladant en Israël, disant « You want me to go back to my plane ?» Ah bah Macron a essayé de faire il a essayé de refaire un remake. Une copie de ça. Ouais. C'est tombé, c'était tellement ridicule que c'est tombé à plat. Sans doute que Chirac, même s'il s'est converti quand même à l'Europe de Maastricht, c'était compliqué, ça s'est joué parce que les gens lui ont dit, moi j'ai vécu ça de l'intérieur,
avec Séguin, lui ont dit « Jacques, si tu veux être président de la République, il faut à tout prix que tu soutiennes Maastricht. C'est pas possible d'être un président de la République, d'être anti-européen. C'est pas Et puis, il s'est converti à ça. Moi, j'ai assisté en 94. On a commencé la campagne de 95 à Lyon, à Villeurbanne, à Vaux-en-Velin. J'étais avec lui dans un espace, un Renault Espace. Il était en ligne, c'était des Radiocom 2000, ne quittez pas, un correspondant, je souhaite vous joindre. C'était des grosses boîtes carrées, là, en train de s'engueuler au téléphone avec Pasqua, qui avait choisi Balladur à l'époque. Et donc, c'est un moment historique, il faudrait que j'écrive ça un jour. Ah oui. Mais ça s'est joué à un cheveu, quoi. Et donc, aujourd'hui, finalement, on est devenu, ce qu'avait dit Séguin, hein, l'Europe a l'Europe est le fournisseur, le grossiste, et après les partis politiques, ce sont des détaillants. Aujourd'hui, on a des hommes politiques, des politiciens qui s'agitent, mais qui sont finalement des hommes représentants d'une province, d'un État américain. Et uniquement ça, quoi. Et ça, c'est vraiment préjudiciable à la France, quoi. Est-ce que, d'après vous, Donald Trump, en tant que personnage qu'on connaît, déçoit? Parce que vous vous souvenez, il y a encore un an, il y avait beaucoup de personnes de tous les bords, surtout peut-être de bord de la droite traditionnelle française, qui, disons, comptaient beaucoup sur Trump, sur, entre guillemets, sa capacité de tout arrêter toutes les guerres en moins de 4 heures, bon, ça se saurait. Est-ce qu'il est capable de combattre cet état profond, comme il le voyait avant, pendant sa campagne électorale notamment? Et est-ce que, et là c'est la deuxième un peu question, est-ce qu'on finalement on peut atteindre le renouveau des élites en général? Première chose, Donald Trump, quand il gagne son deuxième mandat, il le commence avec un esprit de vengeance. Donc il veut faire le ménage et il veut se venger de ceux qui l'ont fait tomber. Donc on a l'impression que ça va changer, effectivement. Et puis très vite, on voit qu'il y a une machine qui se met en place. Et ça s'appelle le lobby militaro-industriel américain. Qui le rattrape. Et qui le rattrape très vite en disant, bon, t'as fait ta vengeance, tu t'es un peu, voilà. Maintenant, tu ne vas pas sortir la liste des clients d'Epstein, t'es gentil. D'ailleurs, on te fait comprendre que tu t'es trop proche de lui pour que ça sorte de toute façon. Et puis deux, tu vas faire une guerre comme tous les présidents américains. Donc, si tu veux pas l'Ukraine, ça va, on verra, parce que l'Ukraine, bon, peut-être ça nous a coûté cher et ça nous a pas rapporté assez. Par contre, l'Iran, il y a du pétrole, c'est facile, les mollahs, personne les aime, tout le monde est avec nous, et Israël. C'est tout bénéfice. C'est tout bénéf. Donc les MAGA, c'est-à-dire les Make America Great Again, la base trumpiste est complètement paumée aujourd'hui en disant, mais il nous a menti. Trump est comme les autres, il fait partie de ce système. C'est un milliardaire new-yorkais qui a vécu la belle vie, qui évidemment à un moment est rentré en politique parce qu'Obama l'a insulté publiquement et il s'est dit tiens, je vais lui fermer son clapet, je vais rentrer en politique, et ça a marché. Il y a une deuxième chose, si tu me permets juste une incise avant que j'oublie, c'est que tous ces gens-là aujourd'hui, beaucoup qui sont au pouvoir, comme Zelensky, comme Trump, sont des hommes de télé. Oui. Ils sont des hommes de télé et du cinéma. Et puis de télé vraiment bas de gamme, quoi. Hein, on va dire, quand on voit les émissions, c'est même en France, on a une télé médiocre, mais on n'a même pas encore ce type d'émission, quoi. C'est quand même Zelensky, l'homme qui jouait du piano avec sa zézette, quoi. Hein. Il faut voir ça. Ou les émissions de Trump, moi j'en ai vu quelques-unes. The Apprentice. The Apprentice. You're fired. C'est horrible, quoi. Je veux dire, on peut pas. Bon. Et donc ces gens-là, finalement, ils vivent dans l'instant. Ils ont une capacité à communiquer. Ils savent faire le buzz. Ils ont des punchlines, mais ils n'ont pas la profondeur d'analyse. Et ce ne sont pas des hommes d'État. Et on voit bien dans les débats qu'on a aujourd'hui qu'il manque toute cette dimension. Il manque la quille de ces gens-là. Je dirais sur Trump, c'est quand même différentes élites, parce que Trump incarne quand même l'Amérique. Il y a un côté où on ne peut pas lui enlever ça. Il est populaire, il est populiste. Beaucoup d'Américains, voilà. Se reconnaissent l'antisystème, je suis d'accord.
Non, mais le milliardaire qui a réussi, pas self-made parce qu'il venait d'une famille riche, mais et puis amoureux de son pays, enfin voilà, qui m'a donné toutes ses capacités à faire quelque chose. Donc il y a quand même une assise populaire réelle, mais aujourd'hui cette assise populaire est en train de basculer parce qu'ils comprennent que un président américain, c'est un président américain. C'est ce que j'ai toujours dit. Je dis Trump, très bien, ça rebat les cartes. Évidemment, on est content parce qu'on peut se dire que les démocrates, avec le délire wokisme qu'elle est dans une... C'était nécessaire d'avoir un coup d'arrêt. Voilà, il fallait qu'à un moment, les choses soient remises au clair en disant c'est pas grave, hein, tout ça était un délire, on va se calmer. Mais un président américain n'a qu'un objectif, c'est faire en sorte que les États-Unis restent numéro 1, quel qu'en soit le prix. Et le prix, c'est le prix de vie humaine, c'est le prix de la guerre, c'est le prix d'un investissement massif pour aller cramer des populations partout dans le monde, pour récupérer soit des ressources, soit déstabiliser des régimes qui pourraient potentiellement... Et on le voit aujourd'hui en Europe. C'est-à-dire que l'Europe, qui soi-disant devait s'émanciper, faire la défense nationale, on en parle depuis 70 ans de la défense européenne, ce qui est juste une farce. Hein. Qu'a fait Trump? Il nous fait, par rapport à l'OTAN, etc., il nous fait payer. Et aujourd'hui, on voit que État après État, les différents pays européens commandent du matériel militaire, des avions à qui? Aux États-Unis. Et pas du tout à Dassault, pas du tout à la France. On n'est même pas, juste pour finir, la DGA, la Direction Générale de l'Armement en France, est tellement plantée, on a tellement plus de budget, qu'il n'y a plus aucune commande depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier. On a 9 lanceurs unitaires de roquettes, c'est-à-dire plus rien, on n'est plus capable de les fabriquer, on n'est plus capable de faire les pièces de rechange, on va peut-être le sous-traiter à la Corée du Sud, à un joint venture qui est israélo-allemand, ou américain, on n'a plus aucune marge de manœuvre. Toutes les armes sont au standard de l'OTAN, c'est-à-dire au standard américain, et Trump, qui fait la pluie et le beau temps, dit « si vous ne payez pas, moi je ne vous défends plus ». Donc en fait, il se moque complètement de nous. Mais le pire... et tout le monde va financer le complexe militaro-industriel américain, c'est ça qu'il faut voir. Le pire, c'est sur l'Ukraine, où les États-Unis, quand même, ont créé cette guerre. Depuis 2014, le Maiden, enfin la volonté était de pourrir la situation pour arriver à cette guerre avec la Russie. Donc les États-Unis sont responsables. Hein. Et vous avez Lindsey Graham, tous les sénateurs américains qui y sont passés, les différents présidents. Et Trump, lors de son premier mandat, a fourni les Javelin, faisait partie de ce système. Il était contre Nord Stream 2. C'est un président américain. Et là, de manière très hypocrite, il explique que c'est pas la guerre de Trump, c'est la guerre de Biden, donc c'est plus son problème. Mais non, c'est la guerre des Américains, sauf qu'ils veulent se désengager et laisser tout le financier et le militaire aux Européens, qui sont assez bêtes pour dire oui, merci. Mais en effet, là, on voit très bien que Zelensky est parti un petit peu aux mains vides. Bon, les déclarations françaises, parce qu'il y a quand même la trinité entre la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne en ce moment par rapport à cette question ukrainienne. Que pensez-vous du futur des négociations qui finalement n'auront pas lieu? Il y a quelque chose de, je ne sais pas si Alexis partage mon point de vue, moi je trouve de très préoccupant avec la nomination de ce nouveau chancelier allemand, qui est Macron en pire. C'est-à-dire plus grand, plus intelligent, plus riche, plus corrompu, parce que c'était le patron de BlackRock. Et plus va-t-en-guerre. Et plus va-t-en-guerre. L'Allemagne, c'est pas la France. C'est-à-dire l'Allemagne, pour la première fois d'ailleurs, a fait un peu un coup de cutter dans sa doxa, dans son dogme financier pour faire du déficit. Il faut penser que entre aujourd'hui et 2030, ils vont dépenser 1000 milliards d'euros pour leur défense. Macron et Merz se réunissent en France, ce fameux sommet à l'Élysée, ils disent l'armée européenne, les valeurs de l'Europe, etc. Merz repart, fait un discours le lendemain devant le Bundestag et dit l'armée allemande sera la plus grande armée en Europe d'un point de vue conventionnel. Et il dit, il y a hier, Israël fait le sale boulot. Quand vous pensez déjà à son histoire familiale, son passé, ses parents nazis, etc. Parce que la nazification, c'est pas quelque chose, c'est pas du soft power russe. C'est tout récent. Ça existe quand on va en Ukraine, quand on regarde ce qui se passe en Europe, les mouvements profonds, y compris dans la société française, le nazisme a été éradiqué d'un point de vue
du point de vue de la Seconde Guerre mondiale, mais en tant que mouvement politique et idéologique, il est très présent et il est même revivifié. Quand vous avez un chancelier allemand qui dit ça, après l'histoire tragique du XXe siècle, et qui dit « Israël fait le sale boulot pour nous tous », mais qu'est-ce que ça signifie? Et qui fait l'armée la plus importante en Allemagne, avec 1000 milliards d'euros. Vous pensez que Poutine, moi je me mets à la place de Poutine, vous pensez que les Russes, ils vont laisser faire ça? Après avoir sacrifié 27 millions de Soviétiques, avec des discours nationalistes, belliqueux, bellicistes, impérialistes, au cœur même de l'Europe, parce que l'Europe, on nous avait dit que c'était la paix, ça ne se passera pas comme ça. Donc là, moi je suis très inquiet. Bon, le Britannique, il fait son cinéma, il est un peu embêté par rapport au Brexit, qui n'a pas vraiment eu lieu, parce que finalement, le Brexit, ça a été voté, mais ils sont un peu embêtés. Bon, le jour où Trump sifflera la fin de la récré, puisque de toute façon, même son arsenal militaire, sa bombe nucléaire, tout ça, c'est le système américain, ça reste, quoi qu'on en dise, la Grande-Bretagne, un satellite américain. L'Allemagne, c'est tout à fait autre chose, hein. Attention, hein. L'Allemagne reste aussi un satellite. Oui, et reste un satellite, complet, mais peut s'autonomiser quand même. Mais au sein du continent européen, peut être une puissance problématique, de déstabilisation comme elle l'a souvent été, malheureusement. Et c'est vrai que Merz a clairement changé la donne en alignant complètement l'Allemagne sur les intérêts américains et atlantistes de manière assumée, avec les Allemands qui visiblement ne sont pas contre, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait une opposition forte. Enfin, l'opposition forte, ce serait l'AfD, mais elle est discréditée par tout le système pour dire surtout pas, c'est l'extrême droite, ils sont dangereux, c'est eux les nazis. Donc on est dans un moment effectivement assez dangereux, à la fois parce qu'il y a ce fossé entre les élites et les populations, parce qu'il y a cette volonté de guerre au sein des élites pour éviter la dette, enfin, la faillite. Hein. Tous les systèmes sont en surchauffe, hein. La chaîne de Ponzi va exploser, donc systématiquement la guerre arrive. Le capitalisme portant lui la guerre comme l'orage, comme la nuée porte l'orage. Il a toujours fait ça. Et c'est toujours le mécanisme qui arrive. Donc on sent bien que les points chauds se multiplient, c'est pas anodin, que les États-Unis gardent leur doctrine d'empire numéro 1 et donc de guerre d'empire. Et derrière, il y a très peu de voix discordantes, même s'il y a bien sûr les BRICS, il y a tout un monde hein, en dehors de l'Occident. Et ce monde-là voit bien ce qui se passe et comprend qu'il faut s'organiser, qu'il faut trouver une parade et accélérer le monde multipolaire, parce que les États-Unis ne veulent pas ce monde multipolaire. Et donc aujourd'hui, l'Europe ne joue pas son rôle, enfin, la France particulièrement, qui est un pays qui avait les moyens hein, d'être non aligné, une armée, indépendance énergétique avec le nucléaire, une situation particulière, une diplomatie qui était respectée, tout ça est parti à la poubelle. Et donc, sciemment d'ailleurs, parce que M. Macron sûr, a détruit la le diplomatie. corps diplomatique en avril 2022. C'était l'excellence française. Je veux dire, quand on sortait dans la botte, hein, quand on faisait les grandes écoles, et même les familles nobles ou la grande bourgeoisie française, qu'est-ce que tu fais? La carrière, c'était l'armée ou la diplomatie. La diplomatie, c'est l'excellence française. Je veux dire, c'est Villepin, quelque part, hein, la figure de proue idéalisée. En fait, c'est la dernière personne qu'on cite finalement quand on parle de la diplomatie française. Oui. Les affaires étrangères, oui, parce qu'après, on ne sait pas vraiment trop ce qui s'est passé. Mais... En effet, on est au dialogue franco-russe et la relation franco-russe est au cœur de nos préoccupations, moi en tant que franco-russe ou en tant que français, je pense. En ce moment, cette semaine, c'est-à-dire de 18 juin au 21, le forum de Saint-Pétersbourg a lieu donc en Russie. Le dialogue franco-russe a constitué un panel complexe, mais j'espère qu'on va parler quand même des relations, pas que des relations, mais aussi du business. Et il faut le dire que j'ai lu récemment que le ministre je sais pas, il faut revenir, mais je pense que c'est le ministre de l'Industrie russe qui a dit que le retour des entreprises occidentales est le bienvenu, il est possible, mais on va prendre en considération chaque entreprise à part pour voir comment ils sont partis, comment ils ont quitté le marché russe, ce qui est tout à fait logique. Mais qu'est-ce que je veux dire par ça? Que la Russie est ouverte. La Russie est ouverte à coopérer, à continuer cette coopération, tandis que l'Occident se renferme
plus en plus. Et ma question un peu rhétorique, que je pose souvent à nos intervenants, comment pensez-vous revenir à la normale dans tout ce qui est business entre la Russie et la France? Je ne parle pas d'autre chose parce que c'est très complexe, très compliqué en ce moment. Non, mais déjà, il faut voir qu'il y a un alignement des entreprises russes avec le pouvoir russe. C'est-à-dire, ils sont patriotes et ils ont le sentiment de faire quelque chose d'utile pour leur pays, pour le monde, pour la paix, pour le business, etc. En France, si vous parlez avec des industriels, ou les distributeurs, etc., ils sont très favorables à travailler avec la Russie. Et d'ailleurs, certains le font, continuent à le faire, plus ou moins de manière cachée, plus ou moins en catimini. Le problème, c'est le pouvoir politique. Et c'est l'Union européenne, par tout un tas de sanctions infamantes, contraignantes, non pas pour la Russie, mais pour les chefs d'entreprise et les entreprises françaises ou européennes, qu'elles soient de l'automobile, que ce soit les grandes enseignes comme Carrefour, etc., vous avez le sceau de l'infamie qu'on vous met, on dit « Ah, tu travailles avec les Russes ». Mais vous vous posez la question de manière aveugle à tous les industriels, les distributeurs, les commerçants, tout le monde va dire « Oui, alors, il faut qu'on commerce avec la Russie » parce que plus que le commerce, c'est la vie. Le commerce, c'est pas simplement du business, bien sûr, ce sont des échanges commerciaux, ce sont des échanges humains, culturels. Il vaut mieux que les peuples aient le frigo plein, ça leur permet de mieux réfléchir, hein, parce que le mythe de l'intellectuel qui réfléchit le ventre vide, au moins depuis Balzac, on sait que c'est un peu compliqué, quoi. Donc il y a là aussi cette dichotomie entre les entreprises, les industriels, les entrepreneurs français, pas les Bretons, hein, pas les faillis, pas les escrocs, c'est-à-dire par les gens qui dépassent les entreprises et qui deviennent châtelains avec un patrimoine de plusieurs centaines de millions d'euros, des retraites chapeaux de plusieurs dizaines de millions d'euros, qui leur permet de s'acheter des châteaux en France et en Navarre. Tout ça est vérifiable. On peut parler d'Atos, on peut parler de France Télécom, on peut parler de Thomson. Hein. Des véritables scandales qui ont mis sur la paille des milliers de familles françaises. Et le type continue à s'exprimer dans les médias, quoi. Donc, on voit bien que ces gens qui prétendent être des chefs d'entreprise, qui est vraiment cette oligarchie corrompue, l'État profond français, c'est ça. Hein. C'est-à-dire ce sont des hauts fonctionnaires qui se sont arrogés le pouvoir politique, syndical, financier, industriel, économique, médiatique. Un petit groupe de personnes qui concentrent en leurs mains tous les pouvoirs, qui font de la dette, qui font des catastrophes, et qui après, une fois qu'ils ont fait une belle catastrophe, sont promus pour faire une encore plus grande catastrophe. Et bien ça, c'est pas le pays réel, c'est le pays factice, c'est ce qui nous tire vers le bas. La question, est-ce que ça peut redémarrer? Ça redémarrera parce que c'est la réelle politique. Parce qu'à un moment, la nature a horreur du vide et qu'on va finir par en sortir parce que l'Ukraine va perdre la guerre. Elle a déjà perdu, mais on la maintient dans l'illusion qu'elle peut encore lutter parce que, on l'a dit tout à l'heure, Donald Trump, c'est plus tout à fait sa guerre. Il va laisser les Européens s'en débrouiller parce que les Européens n'ont pas d'armée, n'ont pas de diplomatie, n'ont pas d'armée commune, n'ont pas de diplomatie commune, parce que les peuples européens sont plus tout à fait d'accord pour qu'on continue à distribuer des milliards, parce que la France est ruinée, parce qu'elle risque d'être sous la tutelle du FMI. Il faut bien voir que les dépenses que l'on fait, quand vous avez, c'est le deuxième budget de l'État aujourd'hui, dans 2 ou 3 ans, ça sera le premier budget de l'État, le remboursement des intérêts de la dette, c'est-à-dire le service de la dette. C'est-à-dire que vous commencez une année dans le budget national, la seule chose que vous pouvez faire, c'est rembourser les intérêts de la dette. Donc c'est même si vous faites des économies sur les retraites, sur les fonctionnaires, etc., ça sera une goutte d'eau dans l'océan de la dette. Donc la seule question qu'il faut se poser, et peut-être qu'elle arrivera de fait, c'est sortir de l'Union européenne. À mon avis, ça arrivera par un effondrement. Il aurait mieux valu l'anticiper. On voit bien que l'Union européenne est en train d'imploser, que tous les pays, même, c'est pas pour rien que la Commission a autorisé à creuser encore le déficit, ce qui est le signe d'une entité en perdition. Hein. Quand vous êtes
Vous faites un revolving dans votre famille. Vous arrivez le premier mois, vous le remboursez le 27, puis l'année d'après, le 23. Puis 2 ans plus tard, le 2 du mois, vous êtes déjà à découvert. Et tout ce que vous remboursez, ça rembourse simplement, non pas votre capital, mais les intérêts que vous devez à la banque. C'est fini. Fin de l'histoire. Nous en sommes là. Et je pense que d'ailleurs, même le ministre de l'économie l'a dit, plusieurs ministres l'ont dit, Lombard, on peut voir le scénario de la mise sous tutelle comme tout à fait plausible. Et je pense qu'on y va tout droit. Je pense que c'est souhaitable pour ceux qui ont organisé ce déclin programmé, en disant, voilà, on s'en lave les mains. Vous n'avez pas travaillé assez. Et puis, tout le sale boulot, c'est-à-dire foutre en l'air l'État social, sera fait par une puissance de tutelle pour dire que c'est pas nous. Eux, en revanche, continuent d'être payés des fortunes, d'avoir des capitaux propres à hauteur de millions d'euros et de ne pas souffrir de cette politique. Le problème, c'est que la promesse a été rompue, c'est-à-dire que un État développé doit promettre toujours mieux, de dire vous aurez un logement plus salubre, vos enfants auront des études, auront une situation qui sera meilleure que la vôtre, etc. Tout ça est rompu. La classe moyenne comprend qu'elle est devenue une vache à lait en fait d'un système qui est en train de la tuer en tant que telle. Donc à partir du moment où la prise de conscience va se faire, évidemment que les partis d'opposition les plus extrêmes vont monter, et donc la réponse du parti unique sera la censure politique et la tutelle pour dire, bah voyez, l'Union européenne, le FMI, la Banque centrale européenne, tous sont d'accord pour dire que vous devez maintenant travailler jusqu'à 70 ans, vous devez maintenant ne plus avoir de vacances, vous devez maintenant... et c'est horrible parce que c'est évitable. En réalité, c'est évitable. Les efforts auraient pu être faits et peuvent encore être faits aujourd'hui, et des choix stratégiques différents, notamment sur le prix de l'énergie, pourrait faire en sorte que l'économie française soit une économie de croissance. Or, les choix idéologiques qui sont faits aujourd'hui sont des choix de suicide. Suicide français, suicide européen. Et personne ne remet ça en cause au sein de la sphère du parti unique, ce qui fait qu'on est effectivement dans une logique de suicide. C'est vrai que quand on y réfléchit, il y a encore quelques années, la France était une puissance nucléaire civile. C'est-à-dire qu'on était complètement en autonomie, en autarcie, et on vendait même à nos voisins. Mais la beauté du truc, c'est que là, attends, parce que c'est quand même dingue. Là, on a affaire à des fous. Ils ont démantelé Fessenheim. C'est fou, cette histoire. Donc, en disant, on arrête le nucléaire. Macron élu, en 2050, la France ne sera plus nucléaire. Puissance nucléaire. On démantèle le nucléaire. On démantèle tout. Bon, 2 ans après, il comprend que non, etc. Là, ils ont voté pour relancer une turbine qui a été démantelée, en fait. Donc les mecs, en fait, nous coûtent un pognon de dingue déjà, rien que parce qu'ils existent à discuter pour des broutilles, à inviter des influenceurs à l'Assemblée pour dire c'est pas bien ce que vous faites sur TikTok. Mais bordel, excusez-moi du terme, mais je paye pas des gens pour ça, avec mes impôts. Et ces gens-là sont capables de flinguer une filière pour ensuite dire on va la remettre. Et d'ailleurs, l'ancien patron d'EDF, qui a été viré juste après, au MEDEF, avait fait une sortie en disant mais c'est vous les politiques qui nous flinguez. Il en a fait une, il en a pas fait 2. Hein. Une. Il a été viré. Il a simplement expliqué qu'aujourd'hui, la faillite française est due aux politiques et à leur choix complètement stupide et irréel, enfin non lié à une réalité économique. En ajoutant que, en plus, la filière, quand non seulement on a fait ça, mais quand on agit ainsi, on perd notre savoir-faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a pour 10 ans. Le patron de Total qui explique que ça ne peut pas continuer comme ça. Bernard Arnault, qui est le sponsor officiel du couple Macron, qui dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc même les oligarques, les milliardaires français, tirent la sonnette d'alarme. Qui vivent avec le reste du monde, qui ont quand même un fonds français en eux, disent non, on ne peut pas continuer comme ça, vous êtes tarés. Et les tarés continuent, payés par nos impôts. Ce qu'il faut voir, rien produire d'autre que de la destruction. La France, selon les derniers classements, mettons 5e, 7e, ça dépend, mettons 7e, soyons pessimistes, puissance mondiale, en termes de PIB, par habitant. On était 4e, il y a encore un peu. Avec quand même beaucoup de richesses. Une productivité énorme, de l'intelligence, du savoir-faire, une situation géographique exceptionnelle, une culture exceptionnelle. On a tout dilapidé. Ça a commencé au début des années 2000. Les gens ont dit les Chinois vont travailler pour nous, on va se reposer, on va faire du service et on va plus travailler, on va faire les 35 heures, puis les 32 heures, puis
Et puis voilà, tout va bien. Non, ça s'est pas passé comme ça. Et tous les gens qui disent on fait des batteries avec la Chine, on fait des avions, etc., des voitures, non. On a donné, et ça les Chinois ils sont très forts, et tant mieux pour eux, hein, j'allais dire, on a donné toute notre technologie, on l'a vu encore hier avec Airbus, les types ils sautent un Airbus, c'est le même, c'est un Airbus A330. J'écoutais il y a des années le patron de Mercedes et le patron de Porsche à l'époque dire oh là là, c'est des clones de 911, c'est des clones de classe E. Mais les mecs ils disent on fait pas de procès, ça nous coûterait trop cher, on perdrait les procès, faire des procès aux Chinois en Chine c'est un peu compliqué, etc. Donc par naïveté et par lâcheté, parce que tous les gens d'Airbus savaient ce qui se passait. Ils ont vendu des Airbus, des centaines d'avions. Il y en a un qui a disparu. Il n'a jamais volé. Mais ils l'ont désossé, ils l'ont étudié jusqu'à l'aérateur. Hein. Ils ont pompé toutes les pièces, ils ont fait un Airbus. Ben voilà exactement la petite Europe illustrée, le désastre européen. On était les champions du monde, le premier marché mondial. Quand même, il faut savoir, on a une population qui est nombreuse, un marché ouvert, comme je le disais, une industrie, mais c'est fini, elle est en train de disparaître. Il y a des pays qui s'autonomisent, comme un peu l'Italie. On a dit beaucoup de mal. Non, l'Italie, non, loin de là quand même. Non, mais je veux dire, on a dit beaucoup de mal de Meloni. En termes diplomatiques, la fasciste, oui, la Dadi. L'Italie est totalement dépendante des Américains. Oui, d'accord. Mais c'est quand même devenu, en quelques années, le 4e pays producteur exportateur au monde, avec quand même une population active qui est d'un tiers inférieure à la nôtre. Je sais pas, 20 millions à peu près de personnes dans la population active, 30 millions en France, qui a équilibré ses comptes cette année, qui est passé de 7 et quelques pourcents de dette par rapport au PIB à 3,6 ou 3,8, etc., qui a des résultats. Donc c'est possible. Et qui a gardé, pourquoi elle s'en sort mieux que les autres? Parce qu'elle a gardé une petite et moyenne industrie, parce qu'elle a gardé de la souplesse, de l'inventivité, ce qu'on ne fait plus. Donc, je veux dire, pour répondre à la question, il n'y a pas de fatalité de l'échec, il n'y a pas de fatalité à la disparition. Et d'ailleurs, par rapport à la relation franco-russe, franco-italo-russe, les Italiens n'ont jamais vraiment fermé les portes. Ils étaient beaucoup plus pragmatiques, disons, que les Français peut-être ou les Allemands. Ils ont toujours gardé plein de petites entreprises qui étaient toujours en contact avec la Russie. Merci beaucoup Didier, merci à Alexis de maintenir le dialogue franco-russe parce que c'est grâce à vous qu'on peut et que notre chaîne existe encore et j'espère qu'il ne sera pas invisibilisé d'ici quelques semaines ou mois. Merci à vous. Merci. Merci.